On est parti? On vous écoute. Bon, bah c'est parti. L'intro. Ouais. Allez, feu. On va peut-être faire un tour. Oui. Bon, ben bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc on va se présenter. Un peu de silence. On va se présenter rapidement. Donc nous sommes les deux conseillers bâtiments de la Chambre d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort, Guillaume Guéry et Pierre-Emmanuel Javel. Donc peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, ne serait-ce de nom. Donc nous, les conseillers bâtiments, on fait de l'accompagnement de projets de bâtiments, études de projets, des permis de construire, des estimations de bâtiments, éventuellement des diag ambiance, puis tout ce qui est lié à la mise aux normes, et voilà. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est l'adaptation des bâtiments d'élevage au changement climatique. Donc aujourd'hui, les bâtiments d'élevage sont de plus en plus fréquentés en toute saison, que ce soit l'été ou l'hiver, pour diverses raisons, que ce soit lié à la hausse de la taille des troupeaux, du coup, par conséquence, la diminution du pâturage, des exigences aussi au niveau des conditions de travail de l'éleveur, qui va autant vers la robotisation, autant vers la traite que pour l'alimentation. Et enfin, le changement climatique, il faut jouer avec des périodes extrêmement chaudes et sèches, donc avec carence d'herbe au pâturage. Et puis aussi, donc il faut rentrer les animaux, à la fois pour les alimenter, mais aussi pour les mettre à l'ombre, les mettre à l'abri. Donc aujourd'hui, on va parler de stress thermique, qui est multifactoriel. C'est lié à l'abreuvement, à l'accès à l'eau. C'est lié au confort des animaux, mais c'est aussi lié à la ventilation. Donc on va vous présenter un peu plus largement l'aspect ventilation. Enfin, on ne va pas non plus tout aborder. On va donner les grandes lignes de la ventilation des bâtiments. T'en reviens? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on conçoit un bâtiment, on doit prendre en compte de nouveaux critères que sont la modularité entre l'hiver et l'été. On ne conçoit plus un bâtiment que pour l'hiver. Il faut aussi songer à la période d'été, parce qu'il va falloir gérer toutes ces amplitudes thermiques. Et donc, il faut avoir des bâtiments qui sont adaptables, personnalisables au fil des saisons. Donc lorsque l'on parle de stress thermique, on a tendance à penser qu'à la température. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un schéma qui est assez connu. En vert, c'est la plage de température à laquelle les animaux n'ont pas à s'adapter. Donc on distingue la vache laitière du veau. La plage de température où il n'y a pas besoin d'adaptation, elle est comprise pour des vaches laitières entre 10 et 20 degrés. Pour le veau, c'est à peine plus resserré au niveau des températures basses. Et ensuite, l'adaptation commence en dessous de 10 degrés pour les vaches et au-delà de 20 degrés. Ça, c'est un paramètre qu'il faut bien prendre en compte. C'est qu'une vache laitière en rumination commence à devoir s'adapter à partir de 22 degrés. Alors faut pas faire de l'anthropomorphisme, mais si on vous compare à nous, à 22 degrés, on est bien, quoi. Et à partir de 25-26 degrés, l'adaptation commence à être compliquée. À l'inverse, dans les températures froides, en particulier les vaches laitières, elles sont capables de supporter des températures beaucoup plus faibles. Du fait qu'elles ruminent. La rumination est une réaction exothermique. Donc les vaches, c'est des grosses chaudières. Le veau, lui, est plus difficilement adaptable aux températures froides. Mais ce critère de température seul est insuffisant. En fait, il faut le coupler avec
l'hygrométrie de l'air. L'hygrométrie. Donc vous avez un tableau illisible là, mais je vais vous le commenter. En fait, horizontalement, on a l'hygrométrie et verticalement la température. Et plus on va vers le rouge, et plus l'animal a du mal à s'adapter. Donc si je prends un exemple autour des 33 degrés, si dans le bâtiment j'ai un taux d'humidité qui est de 50%, alors quand il fait 33 degrés, elle ne peut pas être en confort, hein. Elle est forcément en stress. Mais à 50% d'humidité et à 33 degrés, elle est encore dans un stress modéré à sévère. Par contre, si l'hygrométrie augmente, et là, on arrive dans la zone rouge, elle porte bien son nom, cette zone rouge, c'est que c'est baisse de la production, et encore, c'est le moindre mal. Si ça doit trop durer, ça peut aller jusqu'à des situations létales. Donc, à titre d'exemple, hein, si pendant 4 heures par jour, il fait 22 degrés et à 50% d'humidité, on va quand même perdre 1 kg de lait par vache et par jour. À 25 degrés et à 50% d'humidité, pendant 9 heures par jour, on va perdre 2,7 kg par vache et par jour. Et si pendant 12 heures par jour, il fait 30 degrés avec 75% d'humidité, donc un bâtiment chaud et humide, eh ben on va perdre jusqu'à 4 kg de lait par vache et par jour. Donc des productions qui peuvent être vraiment pénalisées fortement. Donc pour lutter contre ce stress thermique, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Avant tout, vérifier le confort au sein du bâtiment, vérifier les conditions d'abreuvement. Au niveau du bâtiment lui-même, il faut améliorer la ventilation naturelle, pouvoir aménager en période chaude des ouvertures libres en partie basse pour créer un courant d'air. Il faut adapter l'alimentation aussi et réduire le rayonnement, c'est-à-dire l'impact direct du soleil, soit à travers des translucides, soit sur les tôles. Et puis, bien sûr, offrir de l'ombre au pâturage. Pour le coup, là, on a un bon exemple en réduction de rayonnement, c'est des toitures isolées, du translucide qui a l'air d'être doublé, et puis très peu le bois qui est un matériau qui ne va pas faire masse en termes de chaleur. Il accumule peu, il restitue peu. Donc il est relativement neutre, pas comme par exemple un béton banché qui sera en plein soleil tout l'après-midi, qui lui va relarguer toute une partie de la nuit, va relarguer de la chaleur. C'est ça qui est important dans la partie rayonnement. C'est tout bon ? Ouais. Donc là, c'est des diapositives sur lesquelles on va passer assez rapidement, hein. C'est un peu du bon sens. Avant de se préoccuper de la ventilation du bâtiment, etc., de mettre en place des mesures qui vont compenser le réchauffement, enfin les hausses de température, il faut d'abord s'assurer que les bâtiments offrent le confort minimum pour les animaux, à savoir le dimensionnement, le réglage des logettes, les surfaces de couchage et des aires de vie. Donc ça veut dire l'absence de surcharge dans le bâtiment. Ce qui fait que, en fonction de la conception de base du bâtiment, on va avoir des troupeaux qui sont plus ou moins résilients. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est l'ajustement du rationnement. Donc c'est toujours du bon sens, hein. Essayer de distribuer plusieurs fois par jour et plutôt aux heures fraîches, le matin et le soir. Ajouter des minéraux, des vitamines, parce que pour pallier à leur forte mobilisation. Raisonner les apports énergétiques selon leur dégagement de chaleur, voilà. Et puis s'assurer que l'auge est bien à l'ombre. C'est un problème qu'on peut avoir lorsqu'on a soit des translucides en long pan, soit des dômes éclairants. Si le rayonnement tombe en plein sur l'auge, les animaux n'iront pas fréquenter l'auge et donc il y aura une baisse de consommation. Tu voulais rajouter des trucs, non ? Un autre point à surveiller de façon importante, c'est avoir un abreuvement optimal.
En période hivernale, il est coutume de dire qu'il faut avoir 6 cm d'auge accessible par vache. En été, il serait bon d'augmenter cette accessibilité à 10 cm. Au maximum, une auge tous les 15-20 mètres, donc une bonne répartition des auges. Aussi des auges qui sont accessibles en sortie de traite. S'assurer qu'en sortie de traite, il y a suffisamment d'accès à l'auge pour toutes les vaches laitières. Après, l'entretien des auges, s'assurer de la qualité de l'eau, avoir un débit minimum de 15-20 litres, une hauteur minimale d'eau de 7 cm et s'assurer qu'autour des auges, il y a au moins 3,60 m. En système logette, des fois, dans les anciennes conceptions, les couloirs de passage entre les logettes étaient un petit peu réduits et c'est souvent là qu'on mettait les auges, mais on n'avait pas 3,60 m, donc il y avait une concurrence pour l'accès à l'auge, à l'abreuvoir. C'est bon. Bon, après, on va chercher. Du coup, on va voir un peu plus la partie bâtiment et qu'est-ce qu'on peut faire dans un bâtiment pour aller chercher ce confort en été. On va plus s'intéresser du coup à la partie ventilation, la ventilation naturelle, venir chercher du courant d'air, un gros brassage d'air et un gros renouvellement. Donc on va vous faire quelques petits rappels sur ce qu'est la ventilation. Je crois qu'on a dû le mettre après. Il y a deux types de ventilation. Il y a la ventilation par effet cheminée, c'est celle qu'on va aller chercher surtout l'hiver. L'air froid qui va rentrer par les longs pans, se réchauffer et venir chercher le fêtage. Maintenant, sur des conceptions de bâtiments très larges, on est souvent beaucoup trop en fêtage pour que ce système fonctionne bien. Et donc le deuxième effet en ventilation naturelle qu'on va venir chercher, c'est un effet vent. C'est plutôt une ventilation traversante. Donc on va plutôt aller chercher d'avoir une correspondance entre nos longs pans et nos bardages ventilants pour avoir un air qui vient bien balayer tout le bâtiment et qui va sortir tout l'air vicié et l'humidité qu'on veut sortir. En petit rappel, une vache, c'est un ruminant, en tout cas c'est l'équivalent d'un radiateur de 1200 watts. Ça fait à peu près 25 litres de transpiration par jour. Et c'est toute cet air-là humide qu'on va vouloir chercher à sortir en période estivale pour éviter la corrélation, comme on a vu tout à l'heure, entre la température et puis l'hydrométrie. Et tout en gardant sur la période hivernale des vitesses d'air qui sont maîtrisées pour favoriser, pas avoir des problèmes d'ambiance non plus avec des courants d'air. Et puis le besoin de renouvellement, voilà, qui est à peu près, dans la théorie, de 10 fois par heure. Donc on imagine un peu le volume d'air qu'il faut pour un bâtiment comme ça, pour qu'il se renouvelle 10 fois par heure. Ouais, donc quand on voit ces schémas, ce qu'on comprend, c'est que la ventilation va être défavorisée lorsqu'on a des bâtiments qui sont extrêmement larges et extrêmement hauts. Et un autre point dont on peut parler, c'est l'isolation des toitures. On vient de dire qu'il faut renouveler l'air du bâtiment 10 fois par heure, c'est-à-dire toutes les 6 minutes. Donc en période d'hiver, autant dire que s'il fait froid dehors, il va faire froid dans le bâtiment. Donc isoler la toiture au niveau température dans le bâtiment, ça n'aura aucun effet, ça ne doit n'avoir aucun effet en hiver. Par contre, en été, oui, ça va permettre de diminuer le rayonnement et le réchauffement de la toiture. Par contre, une toiture isolée, en hiver, va permettre d'avoir un gradient de température qui est plus homogène, de haut en bas, et donc favoriser l'effet cheminée. Voilà. Je continue. Donc pour ce qui va être de la ventilation naturelle, l'emplacement du bâtiment est très important. C'est pour ça que, de façon théorique, on a souvent tendance à vouloir, le placement optimal, c'est plutôt en hauteur, sur une butte dégagée. Là, on a un bon contre-exemple, avec des parties qui sont relativement enterrées, en pignon et puis en long pan. Et ça va créer des vraies perturbations dans l'entrée d'air. On va avoir des phénomènes de tourbillon qui font que l'air ne va pas forcément rentrer par nos longs pans comme on le souhaiterait. Il faut bien toujours garder ça en tête. On a un bâtiment la circulation de l'air, ça reste très complexe, très théorique aussi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on vient lui apporter des implantations un peu complexes qui peuvent le perturber, on n'est plus du tout garanti derrière d'avoir des fonctionnements qui sont à l'optimal par rapport à ce qu'on attendrait au départ.
On a souvent, pour des raisons par exemple de gain de place ou des choses comme ça, tendance à vouloir coller les bâtiments sur une exploitation. Si on se tient un peu aux règles de l'IDEL, on est à peu près entre 25 mètres entre deux bâtiments, si on ne veut pas créer d'effet de couloir et de perturbation dans les entrées d'air. En gros, l'ordre à retenir, c'est 6 à 8 fois la hauteur du plus haut, enfin, du faîtage, pour faire un espace entre bâtiments, si on veut s'assurer de ne pas perturber les mouvements d'air entre les bâtiments. Ça reste théorique, c'est pas souvent des choses qu'on fait, mais il faut bien garder ça en tête dans le fonctionnement de la ventilation naturelle après sur un site. Le rapport 6 fois, il se calcule, c'est pas entre les bâtiments. Non, c'est par rapport au fait, enfin, voilà, entre les faîtages. Il faut que les deux faîtages soient éloignés de 6 fois leur hauteur. Mais en gros, on est sur un ratio, dans tous les cas, autour d'une vingtaine de mètres entre deux bâtiments. Il ne faudrait jamais coller deux bâtiments à moins que ça, quoi. Du coup, alors plus pour l'aspect estival, on déroulera après un calcul pour quantifier les surfaces de bardage ventilant. Et comme l'a expliqué mon collègue, en période estivale, on va vouloir avoir encore plus d'air et plus de circulation d'air. Et c'est là-dessus qu'on va venir chercher des dispositifs qui nous permettent de créer des ouvertures libres pour avoir et du passage et surtout de la vitesse d'air qui rafraîchissent le bâtiment et qui vont rafraîchir les animaux. On vous a mis sur les diaporamas, vous pourrez reprendre un peu tous les avantages, les inconvénients de chacun, mais aujourd'hui il y a des systèmes assez simples qui permettent d'avoir des ouvertures modulables. Ça peut être ou des systèmes de volets de bardage qu'on va enlever. Leur inconvénient, ça va souvent être qu'on les fait par tranche, donc on va plutôt avoir des couloirs de ventilation plutôt que de chercher un linéaire sur tout le bâtiment. Et l'inconvénient aussi de ce bardage amovible qu'on va enlever, ça dépend de comment il est orienté. Il ne faut pas que ça crée du rayonnement, c'est-à-dire que ça fasse rentrer le soleil. Ce qui va être du coup l'avantage sur des solutions qui ont été avec des volets un peu type persienne, un volet qui va se lever, on va casser le rayonnement, empêcher le soleil de rentrer dedans tout en créant une bonne surface d'air qui rentre. Des systèmes comme ça, qui sont mis par exemple en ras de sol face aux logettes, en règle générale, après en termes de fréquentation sur l'été, on se rend vraiment compte que c'est des places qui sont privilégiées. Elles ont vraiment l'air frais qui leur arrive dessus, et elles viennent vraiment chercher le frais sur ces places-là. Des systèmes un peu plus complexes qui ont été développés avec un double bardage en planche ajourée sur rail et qui permet tout simplement, en faisant jouer les panneaux, de venir agrandir l'espacement et venir chercher, toujours pareil, encore plus de passage d'air en période d'été, agrandir et puis en période d'hiver, resserrer pour avoir un peu moins de vitesse d'air dans le bâtiment. Après, on passe dans des systèmes qui sont plus onéreux. Le volet guillotine, donc qui permet tout simplement en descendant face au bas de mur de créer une zone d'ouverture libre. Et puis ensuite les systèmes de filets par enroulement par le haut ou par le bas, même les deux pour certains. Et pareil, toujours qui va nous permettre d'avoir, en jouant sur les textures, d'avoir éventuellement des zones pleines et de bardage ventilant pour l'hiver. Et en période chaude, de venir tout ouvrir et avoir un très très gros échange d'air avec l'extérieur. Alors l'inconvénient des guillotines, le système qui se fait beaucoup, ça oblige à avoir une maçonnerie, une paroi pleine en bas de la guillotine, donc on ne pourra jamais ouvrir vraiment devant l'animal. Il y aura toujours une paroi pleine devant l'animal. Et l'inconvénient de la guillotine en zone haute, c'est qu'il ne faut pas considérer que c'est lui le bardage ventilant. Souvent, on a des exploitations où il peut être mis jusqu'en haut et on l'ouvre un petit peu pour créer l'entrée d'air. Sauf que du coup, on crée une entrée d'air libre en hiver, donc il n'y a pas un effet brise-vent. Et puis la tendance de l'éleveur, c'est quand il fait froid, il va tout fermer. Et là, on a zéro ventilation. Donc le volet guillotine, il vient bien en complément d'un bardage ventilant type bois ajouré. Et il nous sert juste à venir chercher un surplus de ventilation ou des périodes en hiver, une journée froide et sèche, ou alors en période d'été pour avoir une grosse ventile. Là, c'est les photos. On a fait à peu près le tour. Donc les photos, comme on disait, donc ces volets vus d'extérieur qui se lèvent, qui permettent d'avoir toujours un ombrage et de casser le rayonnement, mais en apportant une grande surface d'ouverture libre. Là, c'est ce qu'on voit sur les zones basses, où là, par exemple, un exemple qui était fait, donc on est quasi au niveau des logettes, au niveau tête de logette,
avec des gros volets qui viennent vraiment apporter une brise sur les animaux en période d'été. Et puis le système donc, du bardage coulissant, avec des bouts de rails de porte en fait, et qui nous permet de venir chercher une variation dans l'espacement des planches. Après, on va vous faire un petit passage donc, pour pallier éventuellement à de la ventilation naturelle, comme on a vu, quelquefois le site ne s'y prête pas, l'implantation des bâtiments. Il peut... il y a une heure. on peut avoir besoin d'aller chercher des moyens mécaniques pour venir créer de la vitesse d'air dans le bâtiment. Donc là, on va avoir les ventilations en hélicoptère, en vertical, ou alors plutôt à l'horizontale. Ça, c'était des études qui ont été faites donc, par l'IDEL il y a 2 ans maintenant, pour voir un peu l'impact des mouvements d'air sur le bâtiment. On s'aperçoit que du coup, on reste quand même très limité selon le type de ventilateur qu'on cherche, au niveau de l'espace qui va vraiment être brassé, de la zone de confort. La chose qui est surtout importante à retenir dessus, c'est quand on vient des solutions mécaniques, entre guillemets, où on le fait bien ou on le fait pas. Sur un bâtiment comme ça, on crée des petites zones de confort, typiquement, où les animaux vont venir s'agglutiner. Donc en période de chaleur, ça va être encore pire. L'intérêt, c'est de vraiment pouvoir raisonner par rapport au type de matériel qu'on installe pour que tout l'ensemble du bâtiment bénéficie d'une zone de confort et éviter d'avoir des animaux derrière qui vont s'agglutiner. Pour compléter là, cette ventilation mécanique, on parle aussi de... Je ne sais pas s'il y a une diapo sur la brumisation. On n'a pas mis de brumisation. Donc, on parle aussi de brumisation. Alors chez nous, ça se fait principalement en aire d'attente pour la traite. S'il y a une chose à retenir en brumisation, c'est qu'il faudrait normalement coupler ça avec de la ventilation. Parce que c'est pas la brumisation en elle-même. Alors ça va un petit peu rafraîchir les animaux, mais ce qui rafraîchit vraiment les animaux, c'est le courant d'air sur le pelage humide qui rafraîchit. Voilà. Quand on sort de la douche et puis qu'il y a un petit courant d'air, on le sent. Et à c'est ça qui l'inverse, rafraîchit les animaux. l'effet brumisation peut être, par rapport à ce qu'a présenté tout à l'heure le collègue, sur un bâtiment qui fonctionne mal en termes d'évacuation d'air et de renouvellement d'air, peut avoir l'effet inverse. On va faire augmenter le taux d'humidité et donc le ressenti de chaleur va être encore plus grand. Même si on diminue, enfin on en revient au schéma là, de ce couple température-hygrométrie, même si on diminue la température, on augmente l'hygrométrie et on peut rentrer dans la zone rouge. Après, comme pour les ouvertures ventilantes, sur les diapos, il y a un petit rappel par rapport aux différents types de ventilateurs. Donc là, ça va être plutôt sur les flux horizontaux. Comme on a vu tout à l'heure sur le schéma des températures, on va essayer de balayer vraiment les couloirs et d'en mettre à distance suffisante pour que quand l'effet d'un ventilateur se termine, il y en a un nouveau qui le reproduise et pas se retrouver avec des petites zones de confort qui ne vont pas amener les animaux à occuper tout le bâtiment. Je continue. Et puis après, c'est les ventilos verticaux, je crois qu'on a dû mettre. Donc les ventilateurs verticaux, pareil, eux qui vont avoir un avantage sur, par exemple, des bâtiments type air paillé, où ils vont avoir un effet asséchant sur la litière. Donc pareil, ils vont jouer sur l'hygrométrie aussi, globale du bâtiment. C'est bon ? Après, tu reprenais un peu. Donc en résumé, pour juger d'une ambiance de bâtiment, c'est multicritères. Donc on a parlé d'humidité qui est liée aux effectifs, aux entrées-sorties d'air qui permet le renouvellement de l'air dans le bâtiment, et la gestion des litières pour éviter que la litière apporte de l'humidité. L'ambiance va être aussi facteur du rayonnement, c'est-à-dire de l'impact direct du soleil. Donc c'est les matériaux de construction. Il est évident qu'un béton qui se prend le soleil, un béton nu qui se prend le soleil toute la journée, va restituer sa chaleur la nuit. Le pourcentage de surface translucide,
qui va apporter du rayonnement dans le bâtiment. Et les surfaces bétonnées, j'en ai parlé. Il y a le facteur de température extérieure. Donc cette température extérieure va être restituée plus ou moins dans le bâtiment en fonction des matériaux de construction. Des matériaux, tout ce qui est métallique ou béton, va restituer beaucoup plus cette température que des bardages en bois. L'isolation, bon, on en a parlé. Hein. Isoler la toiture, par exemple, ça permet de limiter la chaleur, le transfert de chaleur en été, et ça favorise aussi la ventilation en hiver. Et puis bien sûr, la ventilation du bâtiment, donc la possibilité de créer des courants d'air, d'avoir des larges ouvertures, des ouvertures modulables, la ventilation dynamique. Tout ça pour dire que pour optimiser l'ambiance dans un bâtiment, il est nécessaire de faire un diagnostic. On peut faire un diagnostic si on a des problèmes d'ambiance. Alors, nous, on propose un autodiagnostic. Puis, hop, diapo suivante. Déjà, on peut faire un autodiagnostic personnel. Donc, il est basé sur l'observation des animaux et puis un peu un état des lieux des bâtiments. Donc, observation des animaux en hiver et en été. Donc, en hiver, est-ce que mes animaux ont le pelage humide? Est-ce qu'il y a une mauvaise répartition dans l'air de vie? Est-ce qu'il y a des pathologies respiratoires, une recrudescence de mammites? Enfin, tout l'aspect sanitaire du troupeau. Et en été, voir si on a des scores de allaitement, si on a beaucoup d'animaux qui allaitent. Et puis pareil, s'il y a une répartition hétérogène des animaux dans le bâtiment qui dénote des zones d'inconfort et de chaud. Ensuite, il y a le ressenti général. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des signes de corrosion sur le bâtiment? Et puis, est-ce que je suis obligé d'ouvrir les portes pour que ça ventile? Ce qui prouve que la ventilation naturelle qui est censée se faire par les longs pans ne se fait pas. Hop là. Ensuite, cet autodiagnostic propose d'un petit peu quantifier les choses en termes de volume d'air, voir si mon bâtiment a un volume d'air trop important ou insuffisant. Et puis, un petit peu quantifier les entrées d'air, les sorties d'air, voir si je suis dans la norme ou pas. Et puis en été, après c'est de voir comment je pourrais adapter des ouvertures modulables pour ouvrir en grand, etc. Donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, s'il y a vraiment besoin d'améliorer l'ambiance dans les bâtiments, nous on fait des diagnostics d'ambiance et on a aussi un logiciel qui permet de dimensionner de façon précise les ouvertures, les entrées d'air, les sorties d'air, qui s'appelle Shelter. Et la transition est toute trouvée, puisque, à titre d'exemple, on a fait le diagnostic sur ce bâtiment. Voilà. Donc oui, on va passer... Et juste un petit truc, si on va pas sur les diags, tu as très bien dit, on a souvent des bâtiments où les portes restent ouvertes et on se dit content du bâtiment. C'est souvent du coup qu'on a un problème en termes d'entrée d'air quand on doit faire ça. L'important c'est vraiment ça, en hiver, fermer bien les portes. Quand on rentre dans le bâtiment, si ça sent l'ammoniac, au matin tout de suite, c'est qu'on a vraiment un souci de ventilation, déjà même ne serait-ce qu'avant de faire des diagnostics ou des choses comme ça. Quand on prend l'habitude d'avoir toujours les portes ouvertes dans son bâtiment, c'est souvent qu'il y a des petites corrections à apporter en termes de ventilation. Donc l'outil Shelter, alors il n'y a pas les étapes précédentes qu'on rentre dans la machine, mais en gros on va partir du volume du bâtiment, ses dimensions, ses hauteurs. On le caractérise par rapport à son emplacement. Donc là, on l'a mis dans une catégorie peu ventée, du fait qu'il est enterré sur deux côtés, assez peu exposé. Et donc l'outil va venir corriger les besoins en bardage ventilant par rapport à ces données qu'on lui apporte au départ.
On est parti sur des bardages ventilants donc, qui sont en bois avec un espacement. C'est en gros, ça correspond à des planches de 15 avec un espace de 25, sauf sur le long pan là-bas où ils sont doubles. Le problème, c'est qu'on est obligé de se référer à une base tous les bardages ventilants ont été testés. Je crois qu'on en avait fait, je sais plus. Et en fait, chaque bardage ventilant est défini par 2 critères. Il y a son efficacité au vent, ça c'est sa capacité à casser la vitesse du vent. En hiver, c'est ce qu'on va venir chercher. Sur des bovins adultes, on va chercher une efficacité au moins à 70% en gros, pour ne pas avoir des sensations de courant d'air dans le bâtiment. Sur les veaux, on va monter plus au-delà, on va chercher des bardages ventilants en nurserie qui vont être au-delà de 85%. Et puis ensuite, il y a son coefficient multiplicateur, parce que tout simplement, la machine, elle nous calcule en espace libre quelle surface il faudrait pour assurer le débit d'air et renouveler plusieurs fois par heure. Oui, donc, à titre d'exemple, si la machine dit qu'il nous faudrait 25 cm d'ouverture libre, si je mets en œuvre un bardage qui a un coefficient multiplicateur de 4, c'est le cas ici, qui est 4,2. Pour avoir 25 cm d'ouverture libre, il faut que je mette 4 fois plus de bardage, c'est-à-dire 2 mètres de bardage. 1 mètre. Hein 1 mètre, excuse-moi, 1 mètre. C'est déjà pas mal. Il faudrait qu'on le convertisse en 1 mètre. Donc là, on est parti sur ce type de bardage et donc on est parti sur 48 places, si j'ai bonne mémoire, avec des vaches à plus de 7000. Ça, pareil, il prend en compte la typologie d'animaux, la production, il va adapter son besoin en ventilation par rapport à ça. Ce qu'il en ressort, donc sur la partie hivernale, en gros, on arrive à des résultats qui sont relativement cohérents par rapport à ce qu'il aurait préconisé et au type de bardage qui a été mis en place. On manque à peine de surface de bardage sur ce long pan-là, parce qu'on est limité par le bloc traite, on n'a que 18 mètres, et on n'a pas pu avoir du coup une ventilation sur 36 mètres. Mais comme là-bas l'espace est double, alors il est hors référentiel, on peut supposer qu'on va avoir la surface d'échange d'air suffisante. Sur ce mur-là, on a les hauteurs qui sont préconisées sans aucun problème. Donc on doit plutôt être, je ne sais pas, le responsable d'exploitation, il est là, non? Ou pas? Personne de la ferme. On doit être logiquement sur un bâtiment en hiver qui fonctionne assez bien. Avec une fêtière qui est ouverte aussi. Avec une fêtière qui est ouverte et qui a juste le petit défaut par rapport au calcul qu'on fait, elle est ouverte sur toute sa longueur. Dans la logique, on la démarrerait à 3 mètres de chaque pignon pour éviter des retombées d'air. En plus, qui peuvent avoir lieu, je pense, là-bas, comme le fêtage, il est enterré, et en gros, il est au niveau des vents. On peut avoir, quand on a un vent du nord, en plus ça arrive de là-bas, on peut avoir un air qui vient buter contre l'air chaud qui sort, et qui du coup s'enfile en cascade derrière le pignon, et va revenir balayer là. En période d'hivernale, c'est typiquement, ça peut être un phénomène de courant d'air qui vient faire une lame d'air froide au niveau des animaux. De ce côté, c'est moins gênant, puisqu'il est en continuité avec l'autre. De ce côté, voilà. Mais dans l'idéal, il aurait fallu la démarrer à 3 mètres de chaque pignon. Mais en termes d'ouverture, on est à peu près dans ce qui est recommandé. Donc sur un bâtiment comme ça, la ventile hivernale ne doit pas être trop mauvaise en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient nous calculer du coup les ouvertures complémentaires. Donc quand mon collègue prenait l'exemple, si elle nous donne 25 cm d'ouverture libre pour assurer la ventilation hivernale, ces ouvertures complémentaires, elle va prendre 5 fois ce volume, 5 fois cette surface-là. Donc typiquement, sur les longs pans, alors je les ai plus remis. Attends, j'ai peut-être le schéma suivant, non? On a dû le mettre à côté. Ouais, on avait mis en résumé là. Donc sur le niveau du couloir d'alimentation, sur les 24 mètres qui sont bardés, il faudrait venir créer en gros 2,50 m, on va dire, d'ouverture libre pour assurer. Non, ça c'est en hiver, ça, non? Ça, c'est en période d'été. Ah oui, pardon. Là, il faudrait imaginer qu'on puisse ouvrir 2,50 m sur les 24 mètres pour lui assurer l'ouverture qu'il lui faudrait en été. Sur l'autre mur, il faudrait à peu près créer 3,30 m du fait qu'on n'est que sur la moitié du bâtiment. Ça nous augmente forcément notre hauteur pour avoir la même surface. Et typiquement, sur un mur comme ça, mais à part des solutions de rideaux, ou si on en a mis une après, il n'y a pas grand chose à mettre en place pour venir créer l'ouverture, parce que
notre bloc technique qui vient nous prendre quasiment la moitié de notre long pan, il nous pénalise fortement dans l'échange d'air. Donc ça, c'est des choses, malheureusement, entre la praticité dans la création d'un bâtiment et puis son fonctionnement derrière, ce qui peuvent être des handicaps derrière en termes de ventilation. Et une solution qu'on a dû dessiner pour la partie là-bas, ça serait d'avoir en partie haute, donc on a pris cet exemple-là parce qu'il correspondait, en mettant 92 cm de ce filet brise-vent en partie haute, on a la surface nécessaire pour l'entrée d'air d'hiver. En plus, on la place à 3 mètres au-dessus des animaux, donc on n'aura pas de problème d'air froid qui retombe sur les animaux quand ils sont au logette. Et par contre, en venant chercher par exemple un système de volets qui s'ouvre, comme là-bas on va avoir l'exposition au soleil du matin, on pourrait venir chercher les ouvertures qui nous manquent en ouverture libre l'été, en cassant le rayonnement pour pas qu'elles aient non plus le soleil qui vient chauffer sur le matin, et en assurant une entrée d'air libre sur à peu près les 3 mètres qui étaient recommandés par la machine. C'est-à-dire qu'on utiliserait l'intégralité de... Il faudrait utiliser l'intégralité du pignon, du long pan en ventilation libre. Après, voilà, ça reste des chiffres, c'est théorique. L'idée, c'est plutôt de montrer l'importance qu'il faudrait créer en termes d'ouverture si on veut caler à peu près aux recommandations zootechniques. Mais c'est aussi pour dire que du coup, même si on fait que 1 mètre d'ouverture libre, par rapport à l'existant, le peu qu'on va venir créer, ça sera quand même déjà toujours ça, en termes de ventilation et de confort gagné dans l'été. Oui, l'outil, il a pour l'objectif de l'outil, c'est vraiment de donner la solution idéale qui n'existe pas, vers laquelle il faut tendre. C'est pour avoir un ordre de grandeur, de se dire, dans l'idéal, il faudrait pouvoir faire ça. Parfois, on n'a pas assez de hauteur au chéneau, on a des contraintes qui font que on ne peut pas la mettre en œuvre intégralement, mais ça permet d'avoir un objectif et d'en s'en rapprocher. Et voilà en gros.